Donc aujourd'hui, Je t'en prie. je suis accompagné de Stéphane, Marie, qui va se présenter, hein, Oui, oui. mais je le remercie d'être présent, de pouvoir animer le module, puisque c'est lui qui l'a conçu d'ailleurs. Et on est sur un sujet important. Bon, même si en plus la réforme des retraites redevient encore plus d'actualité ces jours derniers, l'outil plan d'épargne retraite ou le support plan d'épargne retraite, plus que jamais, est apprécié et convoité par les Français qui l'ont bien identifié comme un support pour préparer des ressources financières pour la retraite. Bon, tout le sujet, c'est comment je choisis mon plan, comment j'en sors à la sortie, quelle stratégie de fin de carrière je peux élaborer, comment je peux le combiner avec d'autres dispositifs selon mes besoins. Et là, on constate que les choses sont beaucoup plus floues du côté des clients et ils ont vraiment besoin d'un accompagnement. Et alors, l'accompagnement conjoint de l'assureur spécialiste de la protection sociale que nous sommes et de leur expert comptable que vous êtes nous paraît le plus approprié en la matière à mener en commun. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi effectivement de décliner ce module et ce sujet-là, ce thème-là. Donc, je te laisse te présenter, peut-être prendre la main, Ok, Stéphane. Franck, merci beaucoup. Merci de cet accueil. Merci à Cabex pour l'organisation et de notre partenariat de longue date, hein. Là-dessus, en effet, c'est une façon d'aborder le PER un peu différemment. Si on vulgarise un peu le sujet, c'est que beaucoup d'entre nous et beaucoup d'opérateurs réduisent le PER entre une sortie en capital et une déduction fiscale. Heureusement, ce n'est pas que ça. C'est d'abord un projet de vie, même si je sais que la profession comptable est plutôt fiscaliste que sur les options qu'on pourrait trouver au terme. Donc, on a forcé le trait volontairement ce segment-là. Bon, je rappelle que en ayant 15 millions de bénéficiaires, tous segments confondus, on fait partie des grands intervenants. Vous le savez, vous nous faites confiance à ce niveau-là. Vous dire que le baromètre économique du groupe est très bon. On renforce notre note auprès des agences de notation internationale qui viennent conforter notre solidité financière. J'appuie ce discours là-dessus souvent dans mes conférences parce que c'est bon que vous ayez, vous, hommes et femmes de chiffres, d'avoir un peu plus le détail technique sur cette signature financière solide qu'on appelle la solvabilité, c'est-à-dire la capacité à payer un risque. Et on fait partie justement de ces grands acteurs nationaux à offrir une garantie de prestation. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Ça veut dire surtout qu'il y en a d'autres qui sont plus fragiles que nous. Et ça veut dire sur des temps où on pourrait avoir des tempêtes comme on a connu, hein, soit une pandémie, un problème systémique, c'est toujours bon d'avoir des réserves fortes de 132 milliards d'actifs à ce jour. Constat déjà pour poser le décor sur ce sujet-là, vous avez 2 tiers de la population qui estiment spontanément, quand on les interroge, que leur niveau de retraite sera insuffisant. Ça veut dire qu'il y en a 1 tiers qui considèrent que ça sera suffisant ou ils feront avec ce qu'ils ont. Je rappelle aussi qu'on a une partie significative de la population qui est en incapacité partielle ou totale d'épargner pour sa retraite ou de constituer un patrimoine pour protéger ses revenus futurs. Et un petit peu moins de 1 sur 2 qui ont une carrière complète au sein du régime de base, plutôt le régime général, puisque vous le savez, la majorité des actifs sont plutôt des salariés non dirigeants. Et que la moyenne d'une pension, alors la moyenne, hein, c'est vraiment statistique, hein, c'est 1 272 €, toujours le parent pauvre étant à 2 niveaux les femmes, même si l'écart se réduit, et le monde agricole, qui ont des petites pensions, mais ils ont aussi des cotisations plus faibles que la moyenne nationale. Sur l'épargne retraite, un peu plus de 1 sur 2 considèrent que le dispositif PER, comme si c'était nouveau, mais c'est nous, on le sait, techniciens que nous sommes tous ensemble, que c'est pas nouveau, c'est une évolution qui a été faite par la loi PAC d'octobre 2019, est plutôt motivant et intéressant. Et 62% des 18-25 ans et 56% des 25-35 ans. En clair, la traduction, c'est qu'on ressent, nous, en tant qu'opérateurs, un rajeunissement des souscripteurs.
Là, en effet, ça ne sera pas forcément des grosses sommes, mais c'est vraiment les petits cailloux qu'on va mettre vraiment au fil de l'eau sur les premières années d'activité des jeunes cadres, des premiers TNS, etc., etc. Et c'est le troisième placement préféré des Français après l'immobilier et l'assurance vie. Donc là, on a vraiment un vecteur qui fait corps en complément, comme agent complémentaire ou comme agent compensateur des régimes obligatoires de retraite, avec toute la sphère qui se figure à droite de la slide, avec une non-maîtrise globale, mais c'est assez logique, c'est assez technique, hein, les dispositifs auxquels je pourrais bénéficier, auxquels j'ai droit. Risque de perte de droit, c'est de la bonne lecture, même si on sait que l'État français a fait un effort colossal sur la transparence avec Info Retraite, l'assurance retraite, etc., où là, on peut aller chercher maintenant de façon instantanée et mes trimestres et mes points et mon estimation. Mais il y a des non-maîtrises, d'avantages que je pourrais les tirer, comment lire une 2042, etc., etc. C'est une des dispositions qu'on va faire. C'est la raison pour laquelle, pour votre profession, on a créé en fait un accompagnement retraite dédié à ce dispositif PER sur différents segments. Le premier, c'est un rappel pour les collaborateurs, voire les experts comptables, que le PER n'est pas, comme je le disais dans mon propos liminaire, une sortie en capital et une défiscalisation, mais des compartiments sur lesquels je peux jouer, que je peux utiliser, que je peux rapprocher en individuel et en collectif durant toute ma carrière. Un deuxième module qui est dédié plutôt à une approche collective, c'est-à-dire les dispositifs, les périphériques sociaux d'épargne retraite d'entreprise pour les salariés, qui est un outil en complément de la rémunération. Donc on pourrait mettre ça dans les avantages de fidélisation, par exemple, je pense au cadre en particulier. Un fil rouge qui est du bon traitement de la fiscalité et de ne pas se tromper sur la déclaration. Il y a aujourd'hui à peu près une fois sur deux une erreur sur une 2042 entre un dispositif professionnel Madelin ou article 83 Perrault par rapport à un cumul de PER individuel de tout à chacun, sans parler de l'abondement PERCOL en particulier. Là, on a vraiment fabriqué pour votre profession un module pratico-pratique sur des cas pratiques, sur des exemples pour accompagner le cabinet sur ce segment-là, d'autant plus qu'on a toujours ce droit à l'erreur et vous pouvez jusqu'au 5 décembre de mémoire, début décembre, corriger vos 2042 que vous avez faites en mai ou en juin selon les régions. Ensuite, bah, c'est celui qui va être abordé là, c'est la stratégie. On est plutôt sur une cible de quinquas, une projection à 12-15 ans là, qui vont arriver sur, de par l'organisation de mon entreprise, l'organisation de ma rémunération et de mes revenus futurs et protection patrimoniale, et puis un qui est dédié sur le prisme du PER, qui est un outil de transmission patrimoniale qui était un peu oublié pour beaucoup sur le marché. 5 points majeurs sur l'intervention, un petit rappel théorique du cadre juridique et du devoir de conseil, les options à la sortie et surtout les coûts inhérents. La traduction par un cas pratique, un cas client et les transferts et gestion des compartiments, mais est-ce que c'est utile, pas utile, efficient, pourquoi le faire, ne pas le faire, etc. Et puis un petit rappel de l'accompagnement qu'on a structuré pour le planifier dans les agendas des cabinets. Alors déjà de façon plus posé, c'est le projet de vie global du futur retraité, qui peut être d'ailleurs un cumulard hein, entre le cumul emploi-retraite, la retraite progressive, une cessation totale ou partielle d'activité. C'est une organisation nouvelle de vie. Et les questions qui peuvent se poser par rapport à la constitution d'une épargne retraite, c'est plutôt prendre un capital. Est-ce que j'en ai besoin tout de suite, plus tard, en une, plusieurs fois? Est-ce que je dois transformer ce capital partiellement ou totalement sur une rente? La rente viagère, est-ce qu'elle doit être réversible? Est-ce que je dois protéger ce que je souhaite? Est-ce que je dois prévoir la protection d'un bénéficiaire? Utiliser mon plan d'épargne retraite comme un livret d'épargne, c'est-à-dire que j'en prends quand j'en ai besoin à tempérament, et au cas où, bah, j'en ai pas du tout besoin, si je ne dénoue pas, si je ne prends pas le bénéfice de mon effort d'épargne, qu'est-ce qui peut se passer dans le cadre d'une transmission? On a essayé d'essayer de rassembler
les bénéfices, les caractéristiques qui pourraient être celles d'un PER individuel bien structuré dans différents objectifs que vous voyez. Il y a souvent la sécurisation d'une épargne, il y a souvent financer parfois un revenu de substitution ou qui serait majoré par un besoin de dépendance, d'avoir un choix multiple. Ça revient souvent en dehors de la, la carotte fiscale, qui est en fait, in fine, un avantage qu'on met en avant, mais qui doit être mis un peu en retrait par rapport à l'objectif patrimonial du client. De quoi avez-vous besoin? Comment vous vous projetez à la retraite selon les différents sourcings de revenus entre la pension des régimes obligatoires, les revenus fonciers, les revenus du capital, les revenus d'une SCI, d'une SRL de famille, de la cession de votre entreprise, du remploi de fonds, et surtout du besoin in fine. Donc on a beaucoup inscrit, nous on s'est beaucoup inscrit en tout cas dans les articles 7 de la loi PAC qui reprennent le devoir de conseil qui est un peu, je dois le dire, un peu éludé, hein, avec une obligation d'information qui a été renforcée par la loi, avec l'obligation des opérateurs d'apporter les modalités réelles de tout ce qu'on peut faire lors de la constitution, mais tout ce qu'on doit faire 5 ans, c'est pas 3 ans, c'est pas 1 an, c'est pas 10 ans, c'est 5 ans, dit la loi, où le titulaire du plan pourra, sur plusieurs points, interroger son gestionnaire si le gestionnaire ne revient pas à lui, sur à 5 ans les droits in fine qu'il aurait selon le code monétaire et financier, accès à son ou ses PER en complément de la liquidation de ses droits de retraite, demander de lui fournir les différentes modalités de restitution. Donc là, on va y venir sur l'éventail de choix possibles, qui sont souvent une belle découverte par rapport à l'avancée en âge selon les besoins, et lui demander de lui confirmer le rythme de réduction des risques financiers si on a par exemple dans la loi la gestion dite pilotée par horizon, où je vais renverser une exposition au marché vers une exposition moindre sur de l'obligation, sur qu'on appelle vulgairement le fonds euro, ce qui veut tout et rien dire, c'est plutôt un fonds sécurisé. Et puis, ça, c'est le PER en général. Et vous avez des obligations légales de devoir de conseil comme opérateur distributeur que nous sommes, c'est l'article L124-7 du Code monétaire et financier, qui prend en compte la situation globale du client, ses niveaux de connaissances en matière financière, ses besoins de préparation à la retraite. Et à ce moment-là, l'opérateur doit lui proposer le plan d'épargne retraite approprié. C'est pas parce que tu peux déduire que je vais te mettre en place ce plan-là. Est-ce qu'il est vraiment approprié par rapport à son besoin? Je pose la question de très ouverte sur le marché et l'informer des caractéristiques techniques du plan. Bah, c'est pas disponible à tout moment. Les sorties sont quand même sur des sorties vraiment restrictives, en dehors de la capacité de sortir lors d'un achat d'une résidence principale. C'est quand même des restrictions fortes et on souhaite ne pas les servir pour le client. Invalidité, décès pour la protéger, remboursement pour la famille, etc., etc., surendettement. Et puis, pour le PER individuel, une option irrévocable de liquidation, puisqu'on doit donner le choix à la souscription au nouveau client. Est-ce qu'il voudra absolument à l'avance choisir une rente? Nous, on choisit de ne pas le cocher pour pouvoir laisser à notre interlocutrice, notre interlocuteur, le choix le plus large au moment où il va liquider son plan. Certains opérateurs ont des choix de liquidation, de choix irrévocables de liquidation qui enferment le client sur en fait les anciens dispositifs de Madeleine 83 ou de PERP qui sont majoritairement ou totalement obligatoirement en rente. Donc c'est d'informer des choix. Les obligations de notre autorité, de notre tutelle, l'ACPR, nous oblige à un renforcement de devoir de conseil, mais aussi de s'ouvrir sur la loi Industrie verte du 24 octobre 2024, qui nous oblige à avoir des actifs non cotés dans les contrats de retraite, d'épargne retraite et d'assurance vie, actifs non cotés, devoir de conseil obligatoire en cours de vie, hein, de voir le client régulièrement au fil de la constitution de son capital, un encadrement du mandat d'arbitrage, on ne fait pas n'importe quoi,
et les améliorations d'informations destinées aux clients, transparence sur les frais de gestion, frais d'entrée, frais d'arbitrage, etc., etc., avec la frise que vous voyez à l'écran. Maintenant, pour être un peu plus dans le sujet qui nous concerne, comment utiliser au mieux ces fameux 3 compartiments qui sont, je dois le dire, voyant au quotidien depuis plus de 20 ans des cabinets comptables, on oublie, pas vous évidemment et les autres, que chaque PER, individuel et collectif, est une fusée à 3 étages, à 3, ce qu'on appelle les compartiments. Et de rappeler que parmi les 2 grands segments d'un PER individuel et d'un PER entreprise, il y a à chaque fois les 3 compartiments qui sont prévus dans leur alimentation. Le versement, alors le plus courant évidemment dans l'individuel, c'est le versement volontaire personnel, même s'il peut être payé par une SARL. Le versement volontaire qui peut être déductible ou non déductible. Le compartiment 2, c'est celui qui concerne les versements issus de l'employeur. On sera plutôt en épargne salariale, c'est-à-dire non pas le PE, mais le PERCOL là-dessus. Et vous avez le compartiment 3. Pour les plus anciens, c'est l'article 83. C'est d'ailleurs toujours l'article 83 qu'on a rebaptisé, qui a été rebaptisé PER obligatoire, obligatoire de figurer sur la fiche de paie avec une part patronale d'au moins 50%. Donc voilà, et quand on a compris cette architecture-là, on va pouvoir aller chercher maintenant l'intérêt ou pas de regrouper mes différents dispositifs. J'ai créé une boîte à l'époque en SA qui est devenue SAS. Vous m'avez conseillé il y a quelques années de basculer gérant TNS. J'ai donc suspendu mon article 83 d'hier. J'ai souscrit sur votre appui un PER professionnel 154 bis, dite loi Madelin. Et puis, j'ai complété pour moi ou mon conjoint un PER individuel pour aller sur l'IR et optimiser mes enveloppes avec bien sûr des disponibles qu'il faudra calculer au cordeau pour éviter un cumul non déductible. Et puis, j'arrive sur une fin de carrière et je me pose la question où mon opérateur AG2R La Mondiale me dit mais pourquoi pas regrouper l'ensemble des acquisitions chez nous et ailleurs que vous avez eues sur les différentes fiscalités, sur un véhicule unique, votre PER individuel, qui vous servira de couteau suisse et qui pourra peut-être répondre à différents besoins. Ah bon? Et beaucoup nous disent le ah bon, c'est-à-dire la possibilité que je ne connaissais pas de pouvoir gérer sur un même support, à hauteur de ces 3 compartiments, l'ensemble des dispositifs. Donc là, vous le voyez, l'intervention intervient sur des gens avancés euh, dans leur carrière, ils ont 50 ans et plus, le patrimoine est majoritairement constitué, toujours en cours de constitution, et vous cherchez, en dehors d'une optimisation fiscale à tout prix, c'est une articulation patrimoniale qu'on va alimenter. Le PERCOL, pourquoi éventuellement transférer ce type d'avoir? Parce que, la première chose, il est soumis totalement en cas de décès au droit de succession. Il ne fait pas partie des parts non taxables du patrimoine. 2, le 83 Perrault, il a un compartiment obligatoire qui doit être transformé au plus tard. Bon, 70 ans, on peut l'oublier, il peut être viagé là-dessus, mais lui, il est enfermé dans sa rente. Donc, la rente en dehors, parce que je sais que beaucoup nous interpellent, sauf si la rente est inférieure à 110 € par mois, je peux récupérer le rachat de rente qui est imposable sur la 2042 sur une case en particulier. Mais il peut avoir toute sa vertu avec une réversion, des garanties de retour sur investissement, etc. Mais surtout, il a, lui, un désavantage pour un segment particulier. Ce sont nos divorcés remariés ou nos divorcés dont l'ex n'est pas remarié. Où là, comme la Sécu, le Perrot sera en partage de droits au prorata des années de mariage, contrairement au PERI qu'on va voir tout à l'heure. Et il imposera aussi le versement de la totalité de l'épargne vers un autre dispositif. Attention à l'utilisation au terme. Et notre PER individuel, il est à la fois assurantiel et viager. Il peut être exonéré partiellement au titre d'un décès avant ou après 70 ans. Et par transfert, il peut aller agréger l'ensemble des avoirs
que j'indiquais précédemment. Donc, on a des règles particulières successorales par rapport à ce dispositif de la loi. Maintenant, regardons les possibilités qui sont les siennes de ce PER individuel en particulier. Je me permets de faire un petit focus pendant la phase de constitution, où là, bien sûr, on croit tous qu'on est des Survivor, Highlander, je ne sais quoi d'entrepreneurs, il m'arrive jamais rien, je suis jamais en arrêt de travail, l'inaptitude ou le décès n'est pas pour moi, et on oublie, parfois, pardon, que en phase de constitution, souvent les dossiers sont suspendus lorsqu'il y a un arrêt de travail de un peu de longue haleine, de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, évidemment, j'ai une perte de mes acquisitions d'épargne. Je ne parle pas de l'inaptitude qu'on appelle l'invalidité, qui peut être partielle. C'est pas forcément quelqu'un en fauteuil roulant et qui peut avoir un réaménagement de son temps, donc une chute de revenus, évidemment au prorata, et que la constitution initiale de son PER individuel ne sera pas du tout au rendez-vous. Et je rappelle, nous, comme d'autres, mais on oublie un peu rapidement l'assurance de l'assurance qui peut être greffée sur la phase de constitution pour garantir la constitution d'une épargne en cas d'un arrêt de travail. Alors, je ne suis pas sur la grippette de 3 jours, hein. Je suis sur plus de 2 mois, par exemple, pendant 3 ans maximum, où là, l'opérateur prendra en charge à la place de l'assuré, sur la base de la dernière cotisation payée, les cotisations à échoir. Et en cas d'invalidité totale, une reconnaissance d'invalidité certifiée, on prendra en charge la dernière cotisation jusqu'aux 64 ans, l'âge légal le plus couramment aujourd'hui, les cotisations à échoir. Donc on a une garantie de constitution d'une épargne. Et je ne vous parle pas non plus de ce que vous connaissez, vous les techniciens experts comptables, de la garantie plancher. La garantie plancher, on la retrouve beaucoup en assurance vie. On l'a greffée, nous, dans le plan d'épargne retraite individuelle, qui permet de dire si on avait un peu un trou d'air sur une perte de capitaux suite à une chute de rendement, je fais -20 parce que je suis très exposé et que j'ai souhaité jouer sur les marchés, j'ai -20 à 3 ans de ma retraite ou de la liquidation, ça peut, mais la probabilité est plutôt faible de récupérer ces billes en 36 mois. Eh bien, la garantie plancher peut jouer ses effets en cas de décès particulièrement pour dire quoi qu'il advienne, on garantira au moins l'épargne qui a été constituée de base. Et ça, c'est une garantie qui n'est pas neutre dans la gestion financière. Je viens à notre propos sur la restitution. Et la restitution, on a un choix infini ou presque. Un, le plus connu, médiatisé, que vous rappelez tous, c'est super, je vais avoir du capital. Le capital, c'est pas du revenu. Le capital, c'est en une fois, en dehors de la fiscalité. Mais sur une moindre mesure, si j'ai une projective à court moyen terme, je pourrais dire, bah tiens, c'est peut-être pas idiot pour profiter de ma retraite d'avoir un capital dit fractionné, je vais prendre des tranches. Mais par contre, j'ai bien inscrit que quand j'ai fini le gâteau, il n'y a plus de gâteau. OK. Après, je peux peut-être imaginer pour mon client un mix entre un peu de capital pour le plaisir et puis de la rente pour la sécurité des revenus pour compenser ma perte de revenus à la retraite. Et puis, je peux avoir une retraite en 2 temps, un capital tout de suite et une rente plus tard. Et puis, je peux peut-être avoir tout en rente, donc on revient aux vieux usages, aux usages originels, où là, je vais, parce que j'ai un taux de rente garanti sur des tables qui sont pas mal, parce que j'ai peut-être garni du stock d'anciens contrats, parce que la transformation d'un bel opérateur fait que tout en transformant sur du PER, je vais avoir un taux de rente qui m'est garanti. Je peux peut-être imaginer 2, 3 choses. Et puis, lors de la transmission, alors, je pars à la retraite en bonne santé, mesdames, messieurs, hein, je profite de ma retraite, mais le rendez-vous fatal va bien sûr arriver. Et qu'est-ce qui va rester? Il peut rester un solde parce que je n'ai pas consommé toute mon épargne sur mon PER. Ben, à ce moment-là, il y aura le dénouement selon la clause bénéficiaire qu'on va retenir. Et puis j'aurais peut-être, si sur tout ou partie de mon capital en rente, j'ai choisi de protéger un ou plusieurs bénéficiaires, je vais avoir une réversibilité qui va jouer son effet. Et puis peut-être que si je n'ai pas du tout utilisé mon PER parce que j'en ai pas besoin ou que j'ai construit mon PER dans un objectif unique de transmettre à mon conjoint, ma compagne, mes enfants,
Un capital, peut-être que c'est un outil de transmission que je vais pouvoir faire jouer. En ayant bénéficié, je ne l'oublie pas, de la carotte fiscale. Donc on a différentes sorties du PER, vous le savez très bien, qu'on va rappeler. Par exemple, si je prends le prisme de la rente, qui est un peu oublié en ce moment, un revenu certain qui est à vie. Donc là, c'est vraiment un choix de confort, zéro stress, protection d'un conjoint ou d'un compagnon-compagne avec une réversion. Donc j'ai un bénéfice de sécurité. Là, je me laisse verser, je suis sur des rails. Si j'ai un prisme plutôt capital, là, c'est plutôt une somme d'argent qui est plutôt ponctuelle pour un projet, une rénovation, une extension, un nouveau bien, un plaisir pur. Là-dessus, un bateau, c'est les meilleurs, un tour du monde, etc. Disponibilité immédiate ou différée selon mes besoins. Donc là, j'articule entre l'assurance vie, le PER, des retraits, des rachats partiels, comme on dit, selon mes besoins. C'est un autre prisme. La rémunération du capital restant, la transmission, c'est plutôt le bénéfice éventuellement si je laisse un peu d'avoir sur mon PER. Et puis le troisième, c'est du capital, mais en plusieurs fois. Donc j'ai besoin de percevoir, c'est plutôt un revenu temporaire ou modulable, parce qu'en plus, je peux moduler les montants en cours de route. Ils ne sont pas fixes, en tout cas chez nous. J'ai une souplesse d'utilisation, parce que là, j'ai de la visibilité. Et puis, je peux étaler aussi mon imposition, parce qu'on n'oublie pas que si c'est déductible à l'entrée, tous les dispositifs sont imposables au terme. Et donc là, je vais piloter par rapport à ma TMI de futurs retraités. Sur les combinaisons possibles qu'on va pouvoir voir, voyons par rapport à un client, avant un rappel de la fiscalité à la sortie et le bon choix selon les besoins. Alors, on a essayé de mettre sur une slide un petit peu l'ensemble des options. Ça peut paraître un peu lourd, donc vous aurez le support pour vous y référer. Comment on le lit? On a ici les différents compartiments. On a ici le traitement fiscal si on a choisi une sortie en rente. Et là, le traitement fiscal à droite, pardon, si on choisit du capital ou du capital fractionné. À l'horizontale, les compartiments de versement volontaire, je rappelle qu'ils sont de deux natures, où à 99,9, ils sont tous volontaires, déductibles fiscalement. On n'en a que peu, mais la loi le prévoit, un compartiment de versement volontaire d'un compte bloqué non déductible. De notre point de vue, autant faire une assurance vie disponible, puisqu'on sait que ce n'est pas déductible, mais somme toute, le législateur a laissé cette option-là. Un compartiment, donc le compartiment 2, si vous avez suivi, qui est dédié à l'alimentation par l'employeur issu de l'épargne salariale, je rappelle le PERCOL, mais aussi l'intéressement, la participation, les abonnements qui peuvent être attachés, la PPV, le CET, compte épargne temps, les jours de repos non pris dans la limite de 10, sous ce compartiment-là. Si je choisis par exemple ce compartiment en rente, bah, j'aurai une rente défiscalisée à 60 ou 100% dans d'autres régimes, et puis une exo d'hier si je choisis mon capital. Nonobstant ma CSG, mes prélèvements sociaux à 17,2. Et puis mon compartiment 3, où là, j'avais pas le choix, je suis dans une catégorie objective, j'ai été bénéficiaire soit en tant que dirigeant, soit en tant que salarié non dirigeant, cadre ou non cadre, mais plutôt les cadres souvent, où là, j'ai constitué un bout de 83, bah là, c'est 100% imposable comme mes pensions de sécu à titre gratuit, avec l'abattement de 10, s'il demeure, avec mes prélèvements sociaux de 10,10%. Pas de capital, sauf le rachat de rente, si la rente générée est inférieure à l'heure où je vous parle à 110 euros par mois. Donc là, vous avez une vue globale du traitement fiscal, rente et capitaux. Donc on va jouer sur ces différents boîtiers selon les besoins et selon la fiscalité. Petit rappel également sur notre PER individuel, tout n'est pas au barème ou tout, comme j'entends, tout n'est pas à la flat tax, pas du tout. On va prendre le capital constitué des cotisations pures. Elles seront, elles, d'office au barème, selon la tranche. Et on aura la part de plus-value, en haut à gauche, qui sera d'office, elle, au PFU. C'est plutôt comme ça. Maintenant, bah, vous le savez, nous le savons, nos clients qu'on accompagne pour la retraite et qu'on voit beaucoup plus tard, c'est pas un fleuve tranquille. Les besoins peuvent évoluer, oui, je dis bien, sur
leur période de retraite, je me prépare à la retraite, est-ce que j'aurai des tanguis encore à la maison, est-ce qu'il y aura des bouts de crédit, un peu de passif à éponger sur les premières années de retraite, je vais prendre une vitesse de croisière sur l'alimentation par rapport à l'alimentation de mes sourcils, on va le voir, je vieillis plus ou moins longtemps, je vais disparaître, est-ce que j'ai un veuf, une veuve, etc., est-ce que j'aurai besoin de dépendance, etc. Donc on va regarder à partir des différents sourcings ici, tout ce qui est en gris là, c'est tous les sourcings obligatoires que j'ai mis en place. Donc, pour la première fois, c'est un revenu garanti à vie, les régimes obligatoires sous forme de pension, soit un revenu direct, soit un revenu indirect par une ESTI, mes revenus fonciers par rapport à mes immeubles de rapport. Et puis, je vais avoir l'alimentation éventuellement d'opérateurs de capitalisation qui vont me fournir un capital, comme on l'a vu, fractionné ponctuel, fractionné programmé, tout de suite, plus tard. Et c'est donc un jeu de construction de briques qui vont s'insérer dans l'alimentation de mes différents besoins. Alors, les besoins 1 et 4 sont assez différents. En général, le besoin 1, c'est les plus belles, les premières années sont les plus belles. Donc là, je vais croquer un peu dans mon épargne. Et malheureusement, le 4, statistiquement parlant, selon les enquêtes régulières que nous faisons, c'est les besoins suite à une défaillance physique, maladie plus ou moins grave, sur lequel là, j'ai besoin de réaménager mon logement ou payer une maison médicalisée. Donc voilà, exemple 1 sur les options de rente viagère selon mes besoins, où là je fais ce qu'on appelle en droit une aliénation du capital. J'oublie mon capital, je le transforme totalement en rente viagère et que, par exemple, sur l'exemple qui nous est donné avec l'âge du capitaine qui est né en 64, en 64, oui, et un conjoint né en 69, un départ à la retraite à 64 ans, avec des tables de mortalité générative homme de 2005, une épargne acquise de 130 000, avec une hypothèse de rémunération moyenne, fonds euros garantie à 2%, qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui? On aurait en moyenne pondérée, je vous jure, les chiffres sont bons, une rente viagère de 5 116 euros par an pendant 25 ans pour avoir un héroïque. Il me faut 25 ans à 65 ans pour retrouver mon capital. Bon, ok. Deuxième item, si je choisis une autre rente, ça c'est la rente non réversible. Ça serait bien, voilà. Avec, elle n'est toujours non réversible, mais l'opérateur qui est AG2R La Mondiale, puisque c'est issu de notre catalogue, évidemment, on a pris 22 ans minimum garantie. Que je décède ou pas, on me servira au moins 22 ans. Si je décède après 22 ans, on continue de me servir la rente. Donc j'ai 22 ans minimum garantie, ce qui correspond à un capital de 107 866 par rapport à une épargne acquise de 130. Donc si je décède et j'ai une réversion, je vais continuer à servir la rente sur la tête du ou de mes bénéficiaires. Alors peut-être qu'une réversion à 100% selon l'âge du conjoint, je passe de 27 à 33 ans pour avoir un ROI, moi et mon conjoint. Et après, je vais avoir le mixte où j'accepte d'avoir un peu moins tout de suite. Je passe de 5 000 à 3 009. Mais par contre, j'aurai 25 années, quoi qu'il advienne, de garantie. Donc, si je décède dans cette période-là, l'opérateur AG2R La Mondiale solde à hauteur des 25 années que je vais vivre le capital que je me dois de recevoir, bah, mes ayants droit, plus la continuité du service de la rente à 100% sur l'asset de mon conjoint. Et j'ai toujours mes 33 ans de retour sur investissement. Donc, on le voit ici avec une aliénation sous forme de rente, mais comme on le faisait avant la loi Pacte, sans choix, on a quand même peut-être de temps en temps intérêt à ne pas oublier la rente pour certains de nos clients. J'entends. Deuxième cas de figure, je prends un bout du gâteau et tout le reste, je le mets en rente. Ici, je prends sur mes 130 000, je regarde en même temps, 965 euros, même âge, même foyer, etc. Je prends 50 000 tout de suite et la rente sur le solde. À ce moment-là, j'aurais plus 5 000 et quelques, mais 3 000 de rente, mais j'aurais 50 000 tout de suite. Est-ce que c'est intéressant de le faire? Une rente non réversible, des annuités garanties, une réversibilité ou les deux? Je retrouve les mêmes ROI, mais là, j'ai du cash immédiat. Je voulais faire un tour du monde, je voulais m'acheter un bateau, je voulais faire une extension de ma maison, je voulais une rénovation, je voulais une piscine, moult. J'ai la capacité d'avoir cet accès à une épargne one shot. Troisième cas de figure, je prends des tranches sur 10 ans, entre 64 et 74 ans,
vous me donnez 50 000 euros et le reste, on verra plus tard, sans aliéner de capital des 80 000 de solde. Et à partir de 74 ans, donc 10 ans après ma retraite, je considère que là, j'ai plutôt besoin d'une sécurité et d'un confort pour moi et mon conjoint, ou moi, et le solde sera transformé en rente. Et là, vous allez avoir un effet différé de la rente. Et ça, c'est souvent oublié d'avoir cette combinaison entre capital fractionné et rente viagère. Ou souvent encore, j'entends le vieil adage, tu prends tout en capital, tout en rente, et puis on verra après. Non, pas du tout. Là, je suis vraiment sur une stratégie patrimoniale parce que j'ai un projet de vie particulier sur les 10 premières années. Et puis, je retrouve après mes différentes options de rente avec bien sûr des ROI qui changent sur les deux dernières de 31 à 29 ans. Maintenant, cas de figure, je veux que du capital. Je veux que de la rente, mais des revenus réguliers, mais sous forme de capital. Ben, je vais faire 15 tranches de 10 000 et puis on verra après s'il reste quelque chose. Et à ce moment-là, j'aurai soldé sur le calcul selon les périmètres de critères, etc. J'aurai un capital que j'aurai pris tranche par tranche. Je rappelle à mon auditoire que le solde qui n'est pas pris continue de se rémunérer. Et donc, la valeur de capital qui n'est pas aliénée, soit 130 000, est portée pendant 15 ans à 149 988, avec une sortie programmée de 10 000 euros par an. J'avais 100, il me reste 90 la première année, les 90 continuent de se rémunérer, qui donnent des intérêts, etc. Vous avez compris le système. Donc, on a vraiment pratiquement tout, j'en sais rien, mais on a quand même une modularité et un choix qu'on n'aurait même pas imaginé, mesdames, messieurs, il y a 5 ans, lors de la parution de la loi. Sylvie, qui est en fin de carrière, chef d'entreprise, elle a pu alimenter, elle, différents compartiments de son PER pendant sa vie professionnelle. Elle a des versements volontaires, les versements de sa boîte ou de ses ex-employeurs et des versements dont elle est bénéficiaire en tant que cadre en Pérou. Elle se questionne sur la meilleure manière de liquider les différents compartiments de son PER. Là, on a imaginé euh, qu'on a centralisé l'ensemble des avoirs chez nous ou ailleurs. Tout est sur un seul vecteur, un seul véhicule de gestion. Elle a 220 000 issus de ses versements, personnels ou par biais de sa URL et CRL. Elle a constitué dans son passé professionnel 138 000 euros issus du compartiment de intéressement, CET, participation, abondement à fond pendant sa période de salarié ici. Et puis, elle a eu 125 000 d'épargne constituée issus de son ou ses différents articles 83 et ou Perrault. Qu'est-ce qu'il faut prendre en priorité? Bah, on se dit, nous, on va prendre le non-choix en priorité. Le compartiment 3, lui, c'est que de la rente qui est imposable au terme au titre des rentes viagères classiques, etc. Donc, comme je n'ai pas le choix, bah, je vais commencer par celle-ci. C'est, pardon, la stratégie qu'on a imaginée, mesdames, messieurs, à ce niveau-là. 125 000 euros de constitué, je prends tout en rente, j'ai pas le choix, titre gratuit 100% imposable après les abattements et prélèvements sociaux. Deuxième, bah, c'est peut-être le compartiment 2. J'ai choix du capital, puis du capital qui est totalement défiscalisé, en dehors des prélèvements sociaux. C'est peut-être une bonne idée d'en prendre tout ou partie, tout de suite ou plus tard, des 138 000 euros. Là, j'ai vraiment l'adaptation aux besoins. Avec cette variable d'ajustement qui est le compartiment 1, sur lequel, alors lui, je peux prendre de la rente à titre gratuit comme la retraite sécu, et je peux prendre mon capital en une ou plusieurs fois. Donc lui, je vais l'ajuster, ça va être mon curseur d'ajustement, celui-là. En disant en tout cas, j'ai déjà un revenu sécurisé par mon compartiment 3, mon capital que je vais replacer ou que je vais prendre à tempérament selon les besoins, ou, pardon, mesdames, messieurs, comme je suis en fin de carrière et que j'ai anticipé ma future succession et que j'ai été bien conseillé, accompagné, je vais peut-être m'en servir pour faire de la donation parent-enfant. Je rappelle que c'est 100 000 par parent par enfant tous les 15 ans. Est-ce que j'aurais pas besoin pour le dernier qui va acheter un appartement de faire un apport? Est-ce qu'un prêt familial? J'en passe et des meilleurs. On a une multiplicité à l'utilisation qui pourra se faire ici par rapport au point de départ de nos analyses. On répond à mon besoin de mon foyer, on peut faire de la transmission pour ses enfants, on peut prendre tout de suite ou plus tard, on peut tout faire.
Et puis, on n'oubliera pas ici que la stratégie retraite, on s'appuie d'abord sur le premier pilier de répartition. Non, mesdames, messieurs, la retraite française ne va pas disparaître. On va s'appuyer sur la to-do list du client entre 5 et 10 ans à faire avant. J'anticipe ma liquidation et vous êtes les meilleurs placés pour le faire. Vous avez le meilleur suivi, la stratégie de la boîte, le statut du dirigeant, l'organisation la plus efficiente de la rémunération du dirigeant à 30, à 40, à 50, à 60 ans. Tu crées en SAS, tu te développes en SARL, tu transmets en SAS. Est-ce qu'il faut faire du cumul emploi-retraite, de la retraite progressive? Vous êtes les meilleurs du monde, profitez de ça, vendez des missions. Les clients vous attendent. Prévoir avec mon expert comptable d'anticiper ou proroger la fin de mon activité, je le disais. Me faire conseiller plutôt par nous pour débloquer un capital, pour acheter soit un bateau ou autre chose le plus efficient possible. On l'a vu sur l'organisation des 3 compartiments. Et me faire accompagner pour la gestion de mon PER individuel. Est-ce que je dois ou pas, et le ou pas n'est pas gênant, du transfert des avoirs d'autres opérateurs sur un seul dispositif. On va freiner des cas de fer si on a vraiment des tables de mortalité sur un vieux 83 qu'on ne voudra pas bouger. On n'en voit pas beaucoup, mais il en reste encore. Et puis, je vais m'appuyer sur la partie droite de mon slide, sur le centre névralgique des droits, les droits obligatoires info-retraite, avec en particulier, ici je l'ai mis, le vecteur que vous connaissez tous, le bouton Mon épargne retraite, où beaucoup d'assurés, quand on fait la récap de la carrière, ont oublié qu'ils avaient de l'épargne salariale, du Perrot, du 83, j'en passe et des meilleurs, de leurs anciens employeurs. Si on voulait avoir une efficience sur un accompagnement de vos cabinets, dans l'idéal, dans un monde idéal, on se positionne avec vous dans votre cabinet, en face à face avec vous ou avec vos collaborateurs, et on a une phase de réflexion sur la troisième partie de l'animation, après le rappel théorique et le cas pratique. C'est de dire, tiens, si on devait imaginer dans chacun des portefeuilles de vos collabs, quels sont ceux qui répondent à ces critères-là, on peut en mettre autant que vous voulez, on en a sélectionné 5 en particulier. Ils ont bien sûr 50 ans et plus par rapport à la réflexion qu'on a partagée. Ils sont éventuellement en projet ou en cours de session. Ils ont des revenus plus parce qu'évidemment, avec les enveloppes, avec les capacités d'optimisation, on va avoir des capacités que les autres n'auront pas. Les clients qui bénéficient du multi-équipement, ils ont plusieurs PER chez nous ou ailleurs. Est-ce qu'il y a un effet de concentration? Quel type de PER c'est? Quelles sont les caractéristiques en dehors de l'enveloppe fiscale, comme j'entends souvent en cabinet? Et puis le client équipé d'anciens dispositifs à conserver, à transférer ou pas. Des besoins selon l'écoute et les demandes qui vous sont faites. Le gros des demandes des cabinets comptables, des clients, c'est quand je pourrais partir et quelle est la retraite à laquelle j'aurai droit. C'est ce qui revient à 90%. Mais il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas déclarés et qui sont sous-jacents. C'est vraiment comment je peux articuler mes droits de retraite. Alors c'est plutôt nous. Et l'accompagnement que je peux faire si je continue à travailler, c'est plutôt vous. Et l'alliance des, et c'est le sens de l'accord national qu'on a avec vous depuis des années, c'est la complémentarité de nos expertises qui donne souvent les meilleures solutions. Et dans le checker, vous mettez les besoins du client, l'accumulation des réformes de retraite passées et sans doute celles à venir, sur un accompagnement structuré et organisé, avec un dispositif en particulier, il y en a plein d'autres, mais en particulier le plan d'épargne retraite, sur l'obligation d'information et de conseil, là, vous avez quelque chose de structuré, structurant et surtout commercialisable et achetable plus facilement qu'on le croit. Quand on est sensible à ce sujet-là en tant que client, en dehors de quelques peut-être réfractaires, le fait d'acheter un conseil sur mesure est quand même l'avancée, l'évolution de votre profession. Et que donc on a tramé tout un accompagnement que je disais, que je développais tout à l'heure, sur des briques de modules, un accompagnement que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, entre l'audit de protection sociale, qui peut être aujourd'hui complété par un audit de protection sociale et patrimoniale, estimation de droits de succession, réorganisation de l'épargne du client. Avec vous, faut-il changer de statut? Avec vous, faut-il réorganiser la rémunération? Impact sur les droits sociaux, impact sur les réversions. Et là, on a quelque chose qui se tient. Voilà ce que je voulais développer. Je remercie bien sûr l'ensemble des organisateurs
de cette intervention et je suis prêt à répondre à quelques questions. Merci Céline, merci Franck, merci aux participants, messieurs, dames. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, je pense que peut-être Marc, Ludovic ou Jonas ont peut-être une question. J'espère que ça va rentrer dans votre timing. Je ne sais pas si ça a été clair, si Oui. ça répond, si ça conforte peut-être certaines interventions qui sont les vôtres. Je vous écoute. Juste la fin de tiraille, mais sur la présentation, c'est enfin pour nous, moi qui ai effectivement, Franck l'a dit, un peu l'habitude de suivre avec Ludovic aussi, c'est souvent présent. Pour nous, c'est un bon rappel et c'est surtout l'intérêt, c'est les missions complémentaires qu'on peut nous proposer Tout à fait. avec bien évidemment la G2R la mondiale parce que nous, enfin, personnellement, moi, je suis incapable d'expliquer tout ça. Je comprends, je le dis systématiquement, je comprends très très bien les formations, c'est très bien expliqué. Le jour où il faut expliquer ça devant le client, c'est beaucoup plus compliqué, hein, parce que chaque cas est particulier et en fait, on a absolument besoin de vos compétences pour ça. Voilà. Merci à vous. Ludovic. Si, Bon. pardon, je vous interpelle, mais Non, 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 mais je crois je que vous en Marc prie, a bien monsieur, résumé je vous en prie. la situation, effectivement. Et c'est pour ça que le partenariat marche plutôt pas mal. Donc, on interpelle nos conseillers quand on a besoin. Ce type d'information webinaire, c'est vrai que ça nous permet de nous alerter, bon, de nous rappeler quelques bases, mais de nous alerter surtout comment s'organiser et lever les missions futures à déployer. Très bien. Je vais me permettre de rebondir, Ludovic, sur ce que vous dites très bien. Et si on imaginait ensemble de ne pas attendre d'interpeller votre conseiller quand un client a besoin? Et si vous étiez, vous, en amont, en anticipation du conseil? Alors, quand j'ai interpellé, c'est effectivement, alors parfois par réaction, mais il arrive, dans un monde formidable, que parfois nous sommes en anticipation. Ouais. Parce que ce qu'on vous Quand on a propose, en du fait, temps, ouais, que l'on est pour, dispo, qu'on a des ressources pour traiter, enfin tout bien va bien, sûr. quoi. Alors, les ressources pour traiter, vous avez déjà la réponse à votre question, c'est nous. Vous gagnez du temps et Oui, de l'argent là-dessus, c'est vous. Vous oui, enfin, il faut quand même externalisez, avoir une approche bien pour nous, quand entendu, même, des clients, de les j'entends bien. sensibiliser, de les Sur, sélectionner. sur le travail de préparation, Ludovic, et c'est la difficulté de votre métier, je le vis depuis 30 ans avec vous. La difficulté, c'est que vous courez après votre montre. Et que on a sans doute une opportunité dans cette période d'évolution de l'expertise comptable qui va devenir un prestataire de services européen. Il faut arrêter de se mentir. Les contraintes et les normes vont se lâcher un peu. Vous allez devenir un agent économique indispensable, mais un peu plus standardisé qu'hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois être beaucoup plus pertinent tout de suite, et je ne vous fais pas l'affront de tout ce qui arrive le 1er septembre 2026. Hein, les retardataires vont souffrir sur la facture électronique, avec une suppression de 15 à 18% des tâches comptables en France. J'ai 146 000 comptables salariés en France, j'ai 26 000 experts comptables. Est-ce que la confrontation des nouvelles tech, l'IA, va faire supprimer des emplois? Personne ne le sait. On sait qu'à chaque fois, on crée des emplois, on consolide des compétences, mais dans le même temps, on a des forces vives dans les cabinets qui risquent de disparaître ou d'être réduits à d'autres tâches. L'expert comptable patron de son cabinet manager, et c'est vrai en compta, c'est vrai en fiscalité, c'est vrai en assurance, en patrimonial. Vous êtes de plus en plus sensible sur la notion patrimoniale du dirigeant, indéniablement. Toutes les interventions que vous nous faites faire, je parle de façon collective nationale, nous font intervenir sur à la fois le pan social, protection sociale, pas social paye, mais protection sociale de l'entrepreneur, avec toutes les réflexions qu'on a, mais dans le même temps les impacts patrimoniaux sur rapport au conjoint, un peu de civil, un peu de fiscal, un peu d'assurantiel, ça évolue fort. Info Retraite nous exonère non pas de calculer la retraite, mais d'avoir une analyse peut-être un peu plus précise sur rachat de trimestre, modification statutaire, etc. Et que, comme le disait très bien Marc, là, il faut vraiment y aller, mais vous le faites sans doute, c'est développer une offre en tant que proposant.
C'est-à-dire que vous êtes le mieux placé. Je synthétise, la pierre angulaire de l'entreprise et de l'entrepreneur, c'est mieux que personne d'autre, mieux que vous, pouvez anticiper le besoin. Anticiper le besoin. Et pour anticiper le besoin et vendre des missions pour compenser un chiffre d'affaires peut-être qui va se réduire, la valeur de la paye, la facture électronique, les flux entre les DSN, entre les flux bancaires qui commencent à faire des grands livres, etc. Tout bouge, tout bouge. On se dit peut-être que là, ça mérite de passer un temps certain ou un certain temps sur l'analyse géomarketing de votre portefeuille, en dehors des segments, des potentiels clients. Et sur les potentiels clients, c'est le revenu, c'est le patrimoine, c'est la TMI, c'est tout ce que vous voulez. C'est la valeur de la boîte aussi, la valeur des entreprises. On peut avoir une réflexion de co-traitance avec vous, parce que ça, on maîtrise pas trop mal, nous, les conseillers technico-commerciaux, sur un segment, une sensibilisation, un rendez-vous dédié, une propale de mission. Allez, vous n'êtes pas manchot, un expert comptable, on l'écoute, et si on pense qu'il y a un bénéfice qui m'est retribué, je vais payer pour savoir. Ce que font très bien les avocats, parce qu'ils sont en one-shot là-dessus, un peu moins les notaires, et encore un peu moins les experts comptables, qui ne sont pas des vendeurs. Mais vous avez une capacité de conviction qui est plus forte que vous croyez. Donc là, il y a vraiment je me permets, pardon Ludovic, de rebondir sur ce que vous dites très bien, et puis vous savez sans doute faire ça tout aussi bien que nous, voire mieux que nous. Hein. Mais là, vraiment, on a une marge de progression sur les années qui viennent qui sont assez cruciales pour certains cabinets, et je pense en particulier, pour finir mon propos, sur les cabinets indépendants, les moins de 10, les moins de 20. Ceux-là peuvent être assez rapidement en fragilité. Je ne parle pas des gros réseaux, etc. Ils ont tous nomenclaturé depuis 20 ans, ce n'est pas le problème. Je parle plutôt des petits là-dessus, qui ont une vraie valeur ajoutée de territoire, mais dans le même temps, ne sont pas structurés pour, sur l'anticipation. Voilà ce que je peux vous dire. Et là-dessus, on a une grosse réflexion avec le CNO, une grosse réflexion avec certains syndicats, grosse réflexion avec certains accords, etc. comme vous. C'est un vrai sujet. Comment vous voyez dans 10 ans? Moi, j'aime bien dire ça en expert comptable. Alors, Marc va me dire dans 10 ans, écoutez, moi, je serai en cumul emploi-retraite. Bien avant, Sur mon Moitié dans bateau. mon cabinet, moitié sur la plage. Écoutez, monsieur Marie, c'est bien mignon, etc. Mais d'autres vont me dire, écoutez, c'est pas déconnant parce que dans 10 ans, mon personnel aura plus de 55 ans, mes clients aussi, mon renouvellement, etc. Attention, et quand je vois Jonas, je ne peux pas ne pas l'évoquer. On a le renouvellement des patrons de cabinet. Indéniablement, ça y est, ça se passe. Vous êtes 1 sur 2 à avoir plus de 53 ans, mais 1 sur 2 à avoir moins de 53 ans. Nous savons déjà qu'il n'y aura pas assez de decks dans les 12 ans qui viennent pour reprendre les cabinets qui seront en session. On le sait déjà. Pourquoi? Parce que j'ai 70% de mes decks qui vont plutôt en entreprise et qui ne veulent surtout pas être en cabinet. C'était chiffre inverse il y a 25 ans. J'en avais 80% qui voulaient surtout reprendre un cabinet, créer leur boîte de libéral, et c'est l'inverse aujourd'hui. Jonas, votre avis? Alors, je suis pas sûr que ce soit Si vous 70. souhaitez intervenir, pardon, Bien sûr, monsieur. oui. Je suis pas sûr que ça soit 70% vers l'entreprise, mais je sais que la proportion, elle s'est Elle est accentuée. majoritaire aujourd'hui, largement majoritaire. Voilà. Après, pour rebondir un petit peu, c'est vrai que nous, le partenariat AG2R, on l'exploite plutôt bien au cabinet depuis Ouais. quelques années. On a initié une démarche assez structurée dans laquelle on a, dans un premier temps, ciblé des clients potentiellement intéressants avec une analyse fine et une segmentation de la clientèle. On a fait une démarche proactive là-dessus qui a plutôt bien fonctionné. Et désormais, depuis 2 ans, on a mis dans le bilan imagé qu'on présente aux Ouais. clients systématiquement un questionnaire que notre partenaire Jean-Baptiste Jacquet en local nous a Top. fourni. Et du coup, on déroule ça à chaque fois avec le client. Et ça débouche sur aller entre 15 et 20 audits retraite et protection sociale par an au sein du cabinet. Est-ce que Jonas, vous arrivez à insérer une facture? Ah oui, bien sûr, ouais. Ah, très On bien. facture, alors de mémoire, c'est 600 euros l'audit retraite simple Mhm, et mhm. 800 euros l'audit protection Protection sociale sociale complète. complet. Hmm. Très Ouais. bien, très bien, très bien. Et on passe par la plateforme Unipro qui permet aux clients de réduire le coût avec le service à la personne, avec Ah, une d'accord, très bien. crédit Ok, d'impôt de 50%. Ouais. c'est tout à Voilà. Et fait normal. j'insiste là-dessus, le partenaire en local est très très bien parce qu'il n'est pas du tout dans la vente agressive.
le conseil prime et on est toujours dans la boucle et vraiment, ils ne poussent pas de manière abusive auprès de nos clients et ça, c'est très, très important. Bah, c'est très important parce qu'il y a une position de conseil où la vente est Tout à naturelle, fait. c'est-à-dire que le conseil est Oui, porté, va décliner un achat qui est issu de votre client et non pas un proposant qui veut vendre son produit. Ça change tout, hein. exactement. Ça Ouais. change tout, Tout hein. l'intérêt. Absolument. C'est la résultante, effectivement. Nous, on Hein. fonctionne un petit peu pareil, Ouais, sauf que nous, super. on fait pas par la coopérative. C'est une erreur, effectivement, Jonas, tu as raison. C'est une bonne idée, hein. On le fait pour l'IRPP, mais on le fait pas effectivement pour les audits. Alors, on n'a pas une démarche systématique comme ça, mais par contre, l'analyse est faite au moment effectivement du rendu des comptes annuels. Moi, la plupart du temps, c'est le niveau de cotisation sociale dans le compte, dans les comptes de résultats qui m'alerte. Ah oui. Prévoyance et retraite, hein, mais parfois même la prévoyance est un point d'entrée, et puis on parle retraite rapidement après. Selon les années, on est entre une dizaine et une vingtaine aussi d'audits, hein. D'accord. Ah oui, donc ça Mais fait de toute façon, c'était effectivement, bon, là, chez Cabex, on est tous là autour de la table, intimement persuadés du discours que vous nous avez tenu. On travaille dessus. Il est évident que la mutation de nos équipes et de nos façons de travailler avec la facture électronique va faire évoluer. On est en plein dedans. ah oui. On commence déjà de toute façon des restructurations. Moi, j'ai supprimé un poste d'assistante comptable pour le remplacer par une responsable de dossier, poste pour poste, hein, Mm. bah, ça va s'accélérer. Donc là, on est effectivement dans ce que vous dites. Euh, A priori, on n'est quand même pas trop mal sensibilisé. C'est vrai que quand on écoutait Christian, on se sentait toujours largué. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, de nos confrères qui nous ressemblent mais qui ne sont pas membres de réseau, on se dit, oh, on n'est pas trop mal finalement. Oui, pas toujours se comparer, on essaie de se rassurer Voilà. aussi parfois, Ludovic, Comme hein. disait Francis, comparer, c'est se trouver plus beau. Ouais, oui, oui, oui. Et non pas plus gros. Voilà. Non, c'est le coup d'avance, hein, parce que la clientèle, elle, le marché avance, hein. On le voit dans notre industrie en particulier. Qui aurait imaginé il y a 5 ans qu'on ait 11 600 000 PER en cours, Hmm. hein. Vous en avez à peu près plus de 6 millions ou 7 millions, c'est du PER individuel, le reste c'est de l'entreprise. Alors, je passe là-dedans, faut épurer, hein, faut passer au chinois en cuisine, hein, comme on dit, hein. Les PER, c'est des anciens PERP transformés en PER, des anciens Madelin transformés en PER. Il y a ça. Et puis, il y a après toutes les ouvertures des réseaux bancaires, où quand on met 3 euros, on a un PER. Donc, faut aussi élaguer, hein. Là-dessus, avec des one-shots, des versements libres et non pas des versements programmés. Mais on a indéniablement un- une demande du marché sur ce segment-là, hein. Alors, oui, il y a la carotte fiscale, c'est souvent ce qui est mis en avant, et on pose toujours la question, et si ce n'était pas déductible, vous le feriez? Euh, alors, pour un expert comptable, on dit, là, on connaît la réponse, ça c'est non, hein. Parce que la première question que vous nous posez, dit, j'espère que c'est déductible, hein, il y a une attestation, hein. Ah bah non, il n'y a pas d'attestation, c'est pas déductible. Ah bah non, alors on ne le fait pas. C'est un réflexe de par votre formation, mais on ne vous en veut pas. Euh, mais donc, il y a une sensibilité, encore une fois, un rajeunissement, et c'est ce que je voulais dire en regardant Jonas, rajeunissement des patrons de cabinet, rajeunissement des souscripteurs. Et vous avez de la clientèle. Donc, je parle de nos marchés communs d'entrepreneurs et d'entreprises, hein. Et là, on a vraiment une mutation sur. Je recoupe mes informations quand je vais signer une mission comptable. J'ai déjà fait le tour de 4 plateformes Internet sur ce que fait un expert comptable, ce que je peux aller voir, acheter un bilan en ligne ou pas. C'est quoi la différence si j'achète chez Jonas ou en ligne? Très bien. Un PER en ligne, un PER à la mondiale, pas de frais avec des frais, des rendements, pas de rendements, moult, etc. Donc on a vraiment aujourd'hui une clientèle qui est en pleine mutation. Et ça, on n'a pas toujours en face l'adaptation, hein. C'est un vrai sujet. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Franck, est-ce que tu as un mot par rapport à Non, Cabex? non, non. C'est quoi la suite? Moi, je dirais pour vous qui Bah, vous connaissez peu, alors c'est quoi la suite? la suite, déjà ton intervention, ta brillante intervention a été enregistrée par Céline, donc elle sera accessible pour tous D'accord. ceux qui, malheureusement pour eux, j'allais dire, ne se sont pas rendus disponibles aujourd'hui, mais ils ont une session de rattrapage, donc ça c'est top. Non, merci beaucoup pour ton éclairage. On voit Je t'en que prie. finalement le PER, c'est vraiment, c'est pas qu'un placement, hein, c'est un outil patrimonial qui répond à beaucoup de besoins, beaucoup de situations différentes.
différentes pour les clients. Et là, vous avez une vraie opportunité de valoriser votre conseil en les accompagnant les clients là-dessus, ça c'est sûr. Donc, merci beaucoup. La prochaine étape, c'est le module 5 qui sera justement un peu plus orienté et on zoomera un peu plus sur la dimension patrimoniale et notamment la capacité à transmettre grâce au PER. Parce que c'est effectivement quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu dès le départ. Ça n'est pas qu'un outil pour préparer des ressources financières, mais ça peut être un véritable outil aussi pour transmettre le patrimoine ou favoriser la transmission du patrimoine. Donc, on zoomera sur ce module 5 qui sera le dernier du pack PER. Je ne crois pas que la date soit déterminée, mais on la planifiera, je pense, Céline, ensemble assez vite. Oui. Moi, j'avais aussi stratégie de sortie. C'est aujourd'hui. PER et stratégie de sortie, non? Non, c'était aujourd'hui, c'était le module 4. Stratégie de fin pardon. de carrière, C'était ça. Parce que tu sais, il y en a un qu'on a fait avant les autres, donc c'est pour ça que je suis un peu mélangée. Alors, non, Ok. on avait fait le module 3 au printemps, effectivement, sur les obligations fiscales, justement. Mais là, c'était bien les stratégies de fin de carrière et sortie. Ok. Et puis, le prochain sera plus le module dédié à PER et patrimoine. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi pour terminer, c'est que bien sûr, enfin là, de toute façon, nos 3 participants ont leurs interlocuteurs bien identifiés et qui sont actifs. Mais peut-être qu'il faut qu'on redise, moi du côté Général Mondial et peut-être du côté Cabex, à tous les cabinets, que ces supports-là peuvent et même sûrement méritent de faire l'objet d'une animation en cabinet, en réunion de travail avec certains collaborateurs ou une partie de vos équipes, je pense. Ok. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci Stéphane encore une fois et merci pour votre participation et votre attention et votre intérêt. Donc, je mets bien qu'on était sur le module 4 et qu'on était bien sur les stratégies de sortie et le webinaire, il est disponible dans la journée. Super. Merci. Voilà, merci. À bientôt, Merci messieurs, beaucoup. dames. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bon appétit. Au revoir, bonne journée. journée. Au revoir.